Au fil de l'eau. Bonjour à tous et merci d'être là, d'avoir répondu, que vous étiez intéressés par ce sujet. Moi, je suis ravi aujourd'hui de partager l'espace avec Louis de Trace. On a pu pas mal échanger sur nos deux perspectives. On va se présenter dans un instant. Euh, le webinaire d'aujourd'hui, il est pensé pour croiser notamment nos perspectives entre grands groupes d'un côté et PME-ETI de l'autre sur comment ces deux types d'entreprises adressent l'enjeu de leur chaîne de valeur et de décarboner leur scope 3. Et juste, je, vous, je veux tester que voilà, les slides passent. Je vais laisser Louis se présenter et puis je me présenterai dans un deuxième temps, si tu veux bien, Louis. Yes, ça marche. Merci beaucoup, Raphaël. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Louis et je travaille chez Trace. Et Trace, on est une plateforme de carbon management qui permet aux grands groupes, notamment ETI grands groupes, de piloter leur stratégie climat. Donc on verra au cours du webinaire un peu le type de module, notamment sur le scope 3, avec lesquels on fait ça. Et voilà, donc on est assez familier chez Trace avec les enjeux de décarbonation des grands groupes. Top. Et du coup, je suis un peu peiné parce que je devais présenter côté Magellan avec ma collègue Anne-Clémence. Donc moi, c'est Raphaël et je travaille donc pour le cabinet Magellan, qui est un cabinet de stratégie climat qui accompagne des PME ETI dans à la fois la réalisation de leur bilan carbone, mais au-delà, justement, toute la stratégie qui va avec, et notamment ce sujet épineux du scope 3. On est également centre de formation sur les sujets de stratégie climat. Et j'en toucherai un mot à la fin de cette présentation. Pourquoi la thématique d'aujourd'hui? Un peu pour planter le décor. Le scope 3, et on passera un petit moment pour revoir un peu les définitions et ce que ça englobe, et notamment quelle partie du scope 3 nous intéresse aujourd'hui. C'est l'enjeu principal aujourd'hui de la décarbonation des entreprises. C'est une nomenclature dont on a hérité maintenant depuis plusieurs années et qui est quand même assez large, qui couvre beaucoup de choses pour une entreprise. Donc ça va être important de plonger sur justement les différentes composantes de ce scope 3. La pression aujourd'hui à se décarboner, elle augmente et justement, quand on pense que le scope 3, c'est la majorité du coup de l'enjeu, la pression à décarboner et en tout cas à déverrouiller ce scope 3 devient de plus en plus prégnante. Et dans ce contexte, en fait, les grands groupes et les ETI ont chacune des forces et faiblesses qui sont spécifiques à leur taille, à leur structure de marché. Et donc, on essaiera d'échanger dans ce webinaire avec la perspective de Louis et de Trace, notamment sur plutôt les grands groupes et nous, Magellan, côté de ce qu'on a pu voir auprès des PME ETI, sur comment, sur leurs approches de ces enjeux-là, elles peuvent éventuellement s'inspirer ou voire mieux collaborer dans le sens où, généralement, les grands groupes et les PME ETI se rencontrent ensemble dans leur chaîne de valeur. Donc, ce webinaire, c'est vraiment axé là-dessus, croiser les perspectives et éventuellement recueillir vos questions que vous êtes bienvenus dans l'onglet Q&A, de poser vos questions et nous, on prendra avec Louis, avec plaisir, les questions à la fin. Alors, comme je vous le disais, on repart un peu juste des définitions pour être sûr de ce dont on parle et qu'on parle tous le même vocabulaire. L'empreinte carbone, d'abord, rappelons-le, c'est partir du principe que toute activité, qu'elle soit économique mais humaine en général, dépend d'un flux physique, hein, donc un flux énergétique qui est sous-jacent à cette activité. Et donc en comptabilité carbone, l'idée c'est exactement de partir à la chasse de tous ces flux énergétiques et flux physiques. Et donc concrètement, ce que ça implique pour une entreprise, c'est en partant de la gauche, de lister toutes les activités qui permettent à cette entreprise d'exister physiquement. Donc, que ce soit la construction des bureaux, l'éclairage, le chauffage, les déplacements, tous les achats physiques, tous les consommables et intrants qui vont entrer dans la production. Tout ça, on les liste avec une entreprise ou son entreprise quand on fait son bilan carbone. Et pour chacune de ces activités, toujours dans cette optique d'aller à la chasse de ces flux physiques, on trouve quelle est cette donnée physique
quantifiable qu'on appelle la donnée d'activité. Donc, si c'est de l'énergie, ce sera des kilowattheures, des litres, d'essence, des kilomètres si c'est des déplacements, des kilos ou des tonnes de tel ou tel intrant ou telle matière, selon son business model. Ensuite, face à ça, l'idée, c'est de trouver un facteur d'émission, on va pas mal en parler aujourd'hui, sont pour la plupart du temps extraits de bases aujourd'hui qui sont génériques, mais aussi d'analyse cycle de vie spécifiques à des entreprises. Et l'idée, c'est de trouver du coup la multiplication entre ces deux éléments qui nous donnent l'empreinte carbone de cette activité. La somme étant bien évidemment l'empreinte carbone de l'entreprise. On hérite un peu à la manière des comptables financiers d'une nomenclature qui est réglementaire aujourd'hui, ou en tout cas en France, donc celle du BGS, qui range ces émissions, donc qu'on a détaillées dans la slide d'avant, à la fois dans des postes, mais ensuite dans des catégories. Et aujourd'hui, on en compte 6 dans la méthodologie BGS, et ces catégories sont rangées dans 3 grandes familles qui sont les scopes 1, 2 et 3. Scope 1 et 2 étant plutôt axés sur tout ce qui est énergétique, et scope 3, tout ce qui est dans la chaîne de valeur. Et donc, on va pas mal plonger sur ces aspects-là et ce que ça implique, notamment le fait de regarder à la chaîne de valeur. Sans plus attendre, le scope 3, si on regarde le profil carbone d'une entreprise, ça sera toujours, ou en tout cas la plupart du temps, dominant. On observe que ça soit pour une PME, ETI ou un grand groupe, on va l'illustrer dans un instant, c'est 80 à 90% de l'empreinte carbone généralement de son entreprise. Ici, je prends un exemple d'une ETI qui s'appelle Valor, donc qui est un équipementier de l'industrie automobile, une entreprise qui a 1500 employés, 11 sites de production en France. Vous voyez que leur scope 3, c'est 90% de leur empreinte carbone. Louis, si tu veux prendre un exemple Ouais, sur un groupe. ouais, donner l'exemple de Compass Group. Donc, Compass Group, c'est le leader mondial de la restauration collective, donc similaire à une marque que vous connaissez peut-être plus, qui s'appelle Sodexo. Donc, c'est des centaines de milliers d'employés dans le monde. Donc, ils opèrent notamment beaucoup de restaurants collectifs dans des bâtiments. Et aujourd'hui, donc, Compass Group qu'on accompagne chez Trace, juste là, ce que je vous affiche, c'est juste le bilan carbone, l'empreinte carbone de l'entité française. Donc, on est sur plusieurs centaines de milliers de tonnes de CO2 et avec un scope 3, comme vous le voyez, qui est prédominant. Et si on rentre un tout petit peu dans le détail de scope 3, dans ce scope 3, en fait, une énorme partie est représentée par les achats. Donc, un des postes d'émission que Raphaël a présenté juste avant, une petite partie pour les déchets, puis les autres voilà, en moindre proportion et dans les achats, puisque là on parle d'un acteur de la restauration collective, c'est intéressant de voir que les produits carnés, donc tout ce qui est achat de viande, et notamment de viande de bœuf, a un poids clairement non négligeable sur l'empreinte carbone. Donc c'est intéressant parce qu'on prendra l'exemple de Compass plus tard dans le type d'action à mener pour justement agir concrètement sur ce scope 3. Donc là, de ces deux exemples, ça devient très clair que si on veut décarboner son modèle, il va falloir s'attaquer à ce fameux scope 3. Et justement, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce que ça cristallise les débats? Pourquoi est-ce qu'on anime ce webinaire? Il y a deux raisons qu'on a identifiées en réfléchissant, en tout cas en croisant nos perspectives avec Louis. La première, c'est que le scope 3, de base, il est difficile à mesurer précisément. Et on va voir pourquoi. Louis, si Effectivement, la mesure, c'est le prérequis à toute bonne action. Hein. En général, quand on cherche à se décarboner, la première chose qu'on fait ou que font les entreprises, c'est chercher à mesurer et puis avoir une mesure la plus précise possible, puisque l'idée, c'est pas de décarboner sans savoir où on va. Et comme on vient de le voir, quand on fait une première estimation macro, on voit que le scope 3 est très important. Et puis, dès qu'on va rentrer dans le détail, on va vouloir dire, OK, sur quel levier je peux agir. On se rend compte que c'est difficile en fait de mesurer précisément et de rentrer dans le détail. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sentent, qui sont de bonne volonté, mais qui sont assez impuissantes face à la décarbonation de leur scope 3. Il y a une stat issue d'une étude du BCG qui dit que seulement 9% des entreprises se déclarent être en capacité d'estimer leur scope 3 avec précision. Donc c'est quand même très peu. Et en France, si on prend des stats de l'ADEME sur les BGS réglementaires, qui aujourd'hui
voilà, un certain nombre d'entreprises sont obligées de publier leur bilan carbone tous les 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, voilà, sur la plateforme de l'ADEME. Aujourd'hui, si on prend les stats, il y a moins d'un quart des entreprises qui sont obligées de le faire, qui publient leurs émissions Scope 3. Et quand elles le font, en général, elles incluent que les postes d'émission, les catégories d'émissions qu'a présenté Raphaël. Donc, il y en a une quinzaine sur le Scope 3. En général, elles n'en incluent que 4. Alors, ce n'est pas tout le temps les mêmes, et souvent, c'est les postes d'émission, catégories d'émissions les plus simples à calculer. Donc, ce qui montre qu'il y a, il y a un vrai souci autour de ce sujet-là. Alors, au niveau de la France, et notamment de la publication du BGS réglementaire, les choses devraient changer, puisque à partir du 1er janvier de cette année, si vous ne le saviez pas, le Scope 3 va devenir obligatoire dans la publication du bilan carbone. Et devra inclure du coup les émissions significatives. Alors, je vous laisserai regarder en détail ce que signifie significatif pour votre entreprise, mais voilà, en gros, en tout cas, les entreprises qui publieront devront inclure leur scope 3. Je fais une petite aparté. Aujourd'hui, les sanctions pour les entreprises qui ne le font pas s'élèvent à 10 000 euros et 20 000 euros en cas de récidive. Donc, on voit que pour des grands groupes, c'est assez irrisoire, on va dire. Donc, voilà, c'est ce qui va aussi, a priori, on l'espère changer avec notamment les directives européennes telles que la CSRD qui, lorsqu'elles seront transposées en droit français, risquent là, pour le coup, d'avoir des montants de sanctions beaucoup plus importants. Voilà. Donc, on suit ça avec attention. Tout à fait. Et je pense que c'est important que tu le reprécises, Louis. Le contexte réglementaire en France va changer. Et je pense que ça sera un peu la fin de. Si certains d'entre vous se sont baladés un peu sur la plateforme officielle de l'ADEME, où les entreprises publient leur BGS, c'est toujours un peu frustrant de voir ces empreintes carbone incomplètes, et notamment surtout sur ce scope 3. Et si on plonge un peu sur les raisons de pourquoi jusqu'à maintenant, en fait, c'était compliqué pour ces entreprises de le faire. Au fond, il faut revenir à notre calcul de base, qui sont donc l'empreinte carbone et son scope 3 de façon générale. Il y a 2 obstacles majeurs. Un, c'est sur la donnée d'activité. C'est-à-dire que collecter la donnée d'activité, ça peut prendre 2 formes. Il y a une part, bien évidemment, qui est assez simple, c'est-à-dire je reprends mes achats de l'année, je reprends mes documents financiers ou comptables, mes dépenses. Mais par contre, il y a des données que je n'ai pas forcément chez moi. Il va falloir que j'aille les chercher auprès de ma chaîne de valeur, auprès de mes parties prenantes. Et c'est ce que j'appellerais des données non centralisées, comme des tonnes kilomètres ou des kilowattheures d'énergie consommées par d'autres acteurs dans sa chaîne de valeur. Le deuxième obstacle, c'est plutôt aussi de collecter l'intensité carbone pour réaliser ces activités-là. Et là, on en touchait un mot un tout petit peu tout à l'heure, mais l'intensité carbone, elle peut être soit une intensité moyenne que je vais chercher par exemple avec un facteur d'émission de l'ADEME, mais ça va être aussi, si je suis intéressé d'aller plus finement après par exemple un premier bilan carbone, ça va être typiquement de réfléchir à ce que les parties prenantes dans ma chaîne de valeur ont réalisé des analyses cycle de vie qui me permettent de savoir tel fournisseur, par exemple, a telle intensité carbone pour tel procédé. Et je vais pouvoir le comparer à un autre fournisseur, typiquement. Oui, tout à fait. Et alors, ce qu'on peut préciser déjà, c'est que sur donc on voit les données d'entrée, on va dire, pour calculer l'empreinte carbone, que sont données d'activité, facteurs d'émission. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a toujours une incertitude. On fait toujours, surtout quand on traite des volumes de données importants, on est obligé à un moment donné de prendre en compte un niveau d'incertitude qu'on a sur la donnée, que ce soit dans la donnée d'activité qu'on collecte ou sur les facteurs d'émission. D'ailleurs, les bases de données ADEME incluent un niveau d'incertitude sur les ACV qui ont été réalisés pour effectuer ces facteurs d'émission. Voilà. En tout cas, nous, dans Trace, on inclut la capacité à calculer cette incertitude en croisant l'incertitude sur les données d'activité et les facteurs d'émission pour afficher in fine une incertitude sur un bilan carbone qui est très, très important pour passer à l'action et surtout dans le temps, quand on va répéter l'exercice, être en mesure juste de le prendre en considération pour vraiment estimer les efforts qui ont été menés. Si on regarde aujourd'hui les méthodes que vont déployer les entreprises pour mesurer l'intensité carbone de leurs fournisseurs et donc essayer de raffiner, de réduire l'incertitude, de raffiner leur scope 3, globalement aujourd'hui, il y a 3 possibilités. La première, ça va être de collecter des ACV pour l'ensemble de leurs produits achetés, donc les ACV réalisés par leurs fournisseurs a priori, ou
d'utiliser comme facteur d'émission, donc là on rentre dans un niveau d'incertitude qui est beaucoup plus grand, mais d'utiliser un facteur d'émission qui sera calculé en prenant le bilan carbone du fournisseur divisé par un élément d'activité, donc par exemple le CA que moi en tant que client je représente chez ce fournisseur. Donc, on voit tout de suite que là, on commence à partir du moment où on a des fournisseurs qui sont multiproduits, qu'on va commencer à générer de gros niveaux d'incertitude. Ou enfin, d'utiliser des facteurs d'émission de bases de données publiques. Soit quand je dis public, c'est l'ADEME, Agribalise. Ça peut aussi, il existe aujourd'hui des bases de données privées sur certaines catégories de produits. En fait, aujourd'hui, quand on rentre dans le détail de ces trois méthodes qui s'offrent aux entreprises, malheureusement, il y a beaucoup d'obstacles. Alors, sur le premier, sur la collecte d'ACV, c'est que le constat aujourd'hui, c'est que les ACV de produits sont très peu disponibles. On verra après au travers d'un exemple. Pourquoi? Notamment parce que réaliser un ACV, c'est très coûteux et qu'en plus, dès qu'on va vouloir faire évoluer son produit, il va falloir le refaire. Donc, en gros, voilà, un ACV aujourd'hui, fait sérieusement, c'est environ 10 000 euros. Donc, on voit tout de suite que dès qu'on est sur des volumes de fournisseurs très importants, cette approche, elle va très vite être non généralisable. Et puis surtout, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de standards ou de normes qui permettent de générer des ACV dont on est sûr qu'elles sont réalisées suivant les mêmes hypothèses et les mêmes données de base pour tous les fournisseurs pour un même produit, tant qu'on n'aura pas ça, on tombe tout de suite sur des choses qui sont non homogènes et donc non comparables. Donc, imaginez piloter sa décarbonation de scope 3 en remplaçant un facteur d'émission par un autre, donc en gros l'ACV d'un fournisseur par un autre. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas vraiment réalisable, c'est un peu utopique. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, c'est malheureusement très chronophage. La deuxième approche, qui est l'approche bilan carbone divisé par une donnée d'activité, alors ça peut être le chiffre d'affaires, mais ça peut être une autre donnée d'activité. Aujourd'hui, les bilans carbone, ils sont moyennement disponibles. Il ne faut pas perdre de vue que souvent, alors, je me passe un peu du point de vue des grands groupes, mais en bout de chaîne, des grands groupes, les fournisseurs de leurs fournisseurs ou leurs fournisseurs directs, c'est souvent des PME et des ETI qui généralement sont moins contraints légalement de réaliser leur bilan carbone ou qui ne le font pas. Alors, il y a plein d'entreprises qui sont vertueuses, notamment toutes celles qui accompagnent Magellan, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a des bilans carbone qui sont juste pas disponibles. Et puis évidemment, quand je vais prendre un bilan carbone et que je vais diviser par une donnée d'activité, ça génère des approximations qui sont très grandes. Ce qui ne permet pas, encore une fois, de comparer deux fournisseurs entre eux. Ensuite, la dernière approche qui est d'estimer son scope 3 avec des facteurs d'émission publiques. Les facteurs, ils peuvent être très approximatifs, comme on l'a vu juste avant. Même dans les bases de données d'ADEME, on a une approximation ou une erreur qui peut être jusqu'à 40-50%. Et puis globalement, comme a priori, si je prends, je sais pas, j'ai un fournisseur d'acier, dans tous les cas, il y a a priori un facteur d'émission publique sur l'acier. Je ne vais pas pouvoir comparer deux fournisseurs entre eux, puisque globalement, si je prends cette approche, je vais utiliser le même facteur d'émission de base de données publiques. Donc, c'est vrai que dans tous les cas, ces trois approches, elles ne vont pas permettre de mesurer très précisément son scope 3 comme on l'aimerait. Alors, la vision de rêve qui est sur la slide d'après, Raphaël, c'est dans un monde idéal, on aurait tous les fournisseurs d'un même type de produit qui seraient capables de fournir des ACV à jour et réalisés suivant les mêmes méthodologies et sur la base des mêmes hypothèses. Donc, on verra plus tard, il y a des regroupements de grandes entreprises qui poussent dans ce sens-là, donc qui s'associent. Donc, ça fera partie des tactiques qu'on évoquera, mais pour faire émerger des normes et des standards. Mais aujourd'hui, on en est encore assez loin. Et le constat, et nous on le voit chez Trace, chez les clients qu'on accompagne, donc comme GSF par exemple, qui est un leader des services aux entreprises, on a voulu raffiner ce scope 3 qui représente 94% des émissions du groupe. Et sur plus de 2000 fournisseurs, on s'est concentré sur les 200 plus importants en termes d'émissions et on a sollicité ces fournisseurs-là. Et globalement, sur 200 gros fournisseurs, on a réussi à récupérer 2 ACV. Voilà, ça c'est un exemple très concret du fait qu'aujourd'hui, malheureusement, et ces 2 ACV, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas vraiment comparables, malheureusement. Donc voilà, donc cette vision utopique que je vous ai présentée sur la slide juste avant, on n'y est pas encore, mais on verra que ça fait partie des axes à travailler, notamment dans le regroupement de grands groupes qui peuvent peser de tout leur poids pour faire émerger des normes et des standards.
Donc là, on comprend bien que la première raison, l'obstacle, c'est que c'est que ça reste quelque chose de très difficile à mesurer. La perspective de Louis est super intéressante, en tout cas à confronter avec la nôtre, qui est que le fait qu'il y a vraiment un enjeu d'échelle pour un grand groupe. Mais une deuxième raison qui nous est apparue, c'est que évidemment le scope 3, puisque c'est la chaîne de valeur, ça a quelque chose de particulier, c'est que ça ne se passe pas chez nous, ou en tout cas dans l'entreprise, mais que ça se passe chez les parties prenantes. Et alors, du coup, l'entreprise n'a pas de contrôle direct sur les sources d'émissions. Et ça, concrètement, si on en revient un peu à la nomenclature de scope 1, 2 et scope 3, c'est comme si vous pouviez voir que le scope 1, 2, c'est comme si moi, en tant qu'entreprise, j'avais la main sur les manettes, la main sur la vanne, je pouvais couper ou ouvrir, alors que le scope 3, évidemment, on ne parle plus vraiment de contrôle. Tout de suite, on comprend que c'est moi, dans quelle mesure, en tant qu'entreprise, j'ai de l'influence, dans quelle mesure je peux influer sur ces parties prenantes et, comme le disait Louis tout à l'heure, influer sur leur facteur d'émission, c'est-à-dire leur intensité carbone. Est-ce que je vais pouvoir agir sur la façon dont ils rendent le service ou fabriquent le produit que je leur achète? Typiquement, en illustration, bon, chauffer ses bureaux, typiquement, c'est moi qui ai la main, donc c'est du scope 1-2 et c'est du contrôle direct. Si par contre, voilà, j'ai des procédés de fabrication qui sont externalisés à un sous-traitant, là, on est bien sur du contrôle indirect. Je n'ai pas le contrôle sur la source d'énergie ou la quantité d'énergie qu'il va consommer pour fabriquer le produit que je lui achète. Et finalement, si on résume, il y a pas mal de freins aujourd'hui à l'engagement des fournisseurs. Alors, quand je dis engagement des fournisseurs, ça ne veut pas dire que les fournisseurs sont de mauvaise volonté et ne veulent pas. C'est des facteurs qui sont inhérents à la fois aux grands groupes, aux PME et aux ETI. Comme je disais tout à l'heure, hein, souvent, les grands groupes, beaucoup de leurs fournisseurs sont des PME et ETI, et donc, en fait, tout le monde est dans le même bateau, finalement. Mais si on prend la perspective d'une entreprise, quelle que soit sa taille, qui aurait beaucoup de fournisseurs, bah, la multiplicité des fournisseurs, ça va être un vrai frein à l'engagement. Et quand je dis engagement, c'est à la fois sur la partie mesure dont on vient de parler et qui est inhérente, enfin, qui est un prérequis pardon, au fait de mettre en place un plan d'action. Et aussi, bah, l'engagement, c'est qu'est-ce que je vais faire concrètement, hein. Mesurer, c'est beau, mais quand on parle de se décarboner, il faut passer à l'action, il faut faire des choses concrètes. Et finalement, en tant qu'entreprise, dès que je vais avoir beaucoup de fournisseurs, je vais avoir des fournisseurs de tailles différentes, de maturité différentes. Voilà. Donc, plus j'en ai globalement, bah, plus ça va complexifier la tâche. Le fait qu'aujourd'hui, bah, moi j'ai plein de fournisseurs, mais mes fournisseurs, ils ont plein de clients. Je ne suis pas le seul client, et donc souvent ils sont sursollicités avec des clients qui n'ont pas toutes les mêmes attentes ou toutes les mêmes contraintes. Donc il y a de forts risques de non-réponse de mes fournisseurs sur les données que je leur demande ou les engagements que je leur demande de prendre. Et puis globalement, plus du point de vue de l'entreprise, malheureusement, il n'y a pas toujours d'alternative aux produits que je consomme, d'alternatives qui seraient moins émettrices, quand bien même je pourrais les comparer comme on a vu juste avant. Et puis enfin, il y a un problème qui s'applique globalement, que ce soit aux grands groupes ou à leurs fournisseurs, qui est aujourd'hui le risque d'être vertueux trop tôt. Donc globalement, si imaginons un grand groupe qui réussirait à être extrêmement vertueux avec tous ses fournisseurs et à se décarboner, si globalement on ne parle pas de marché de niche, donc si globalement ils perdent tous leurs clients ou que leur cours de bourse s'effondre et que demain ils n'existent plus, bah, tout le monde aura perdu, puisque finalement juste un autre gros groupe viendra prendre sa place et continuera à faire les choses comme avant. Donc il y a un peu un effet boule de neige qu'il faut enclencher, un effet de groupe qu'il faut enclencher sur ce point-là, et notamment bah, un peu dépasser le côté compétition et puis s'associer potentiellement avec ses concurrents pour faire avancer les choses. Et du coup, Et ouais, ce qui favorise effectivement ces problèmes-là, tous ces facteurs-là, bah, la slide d'après, du coup, qui montre que c'est un constat un peu dramatique, mais voilà, une statistique du CDP qui montre qu'aujourd'hui, malheureusement, 5%, donc le CDP, les entreprises qui répondent au CDP, c'est plutôt des grands groupes, et donc qui ont des impacts carbone très importants. Et malheureusement, aujourd'hui, on estime qu'il y a moins de 5% de ces entreprises qui sont sur des plans de décarbonation réalistes et des trajectoires de décarbonation réalistes pour atteindre les objectifs des 1,5 degrés des accords de Paris. Bah, si vous regardez un peu en détail le graphe, et je vous invite à regarder les stats que sort le CDP régulièrement, c'est très intéressant, mais globalement, il y a le premier point, c'est que on estime que le plan est sérieux
à partir du moment où on a bien mesuré son scope 3, et donc il y a plein d'entreprises qui ne le font pas. Et puis après, il y a les niveaux d'engagement que prennent les entreprises, même si elles mesurent bien ce scope 3, et est-ce qu'elles s'engagent sur du moins de 2 degrés, 1,5 degrés, etc. Donc aujourd'hui, voilà, malheureusement, ce scope 3 qui pose problème voilà, implique qu'on est assez loin en termes de plan de décarbonation et de passage à l'action crédible. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé sur le terrain auprès de PME ETI. Ça peut être un obstacle dès le début qui peut mener à, comme disait Louis, de l'inaction. Et nous, typiquement chez Magellan, on essaye tout le temps d'apporter des outils qui permettent de dépasser ça, ou en tout cas de lancer la balle, de commencer le questionnement avec des outils qui permettent d'avoir les ordres de grandeur. Puisqu'en effet, je pense que le début d'une démarche pour une PME ETI, c'est déjà de dégrossir, de savoir quelle est l'ampleur, l'ordre de grandeur de son scope 3, et ensuite de commencer à penser dans les années qui viennent comment je vais pouvoir le raffiner, et éventuellement aspirer à ce que les grands groupes que Louis décrivait sont en train de faire, c'est-à-dire collecter des ACV et engager ses fournisseurs de manière scalable. Alors, comment faire? Maintenant qu'on a posé un peu les deux obstacles, on vous propose aujourd'hui d'explorer 3 grandes tactiques. Et au sein de ces 3 grandes tactiques qu'on a identifiées, que peuvent suivre les entreprises pour décarboner leur scope 3, on va voir au sein de chaque tactique comment les PME ETI s'en emparent, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut retrouver de similaire chez les grands groupes, et voir quelles sont les similarités, mais aussi les différences. Et voir éventuellement s'il y a des idées à prendre de chaque côté. Ces 3 grandes tactiques, elles viennent d'une étude qu'on a faite chez Magellan. On est allé interroger des dirigeants et dirigeantes de PME, et on est allé voir comment ces entreprises-là s'emparaient de leur scope 3. Et on a essayé de les résumer dans 3 grandes tactiques qui sont, agir sur la performance de son fournisseur un peu de façon bilatérale, de se dire, OK, moi en tant qu'entreprise, je vais aller voir comment je peux agir sur l'intensité carbone du fournisseur avec qui je travaille. Une deuxième tactique qui est plutôt, bien évidemment, il y a des choses qui sont liées à la structure de ma chaîne de valeur ou à de mon marché. Et est-ce que je n'ai pas intérêt, parfois, pour dépasser certains obstacles, à m'associer avec d'autres? Et on va voir quelle forme ça peut prendre, mais c'est assez général. Et la troisième tactique, qui est plutôt de se dire, au fond, est-ce que j'ai pas moi aussi un rôle, quelle que soit ma taille, que je sois donneur d'ordre ou pas, mais qu'est-ce que moi je peux faire dans mon business model, dans le produit que je choisis de délivrer, qu'est-ce que je peux changer qui pourrait, en fait, de façon structurelle, réduire mon scope 3. Donc, on va commencer par la première. Et donc là, j'illustrais simplement juste qu'on va voir comment une PME ETI, un grand groupe, s'empare de ces tactiques. La première tactique, donc agir de façon bilatérale, 3 niveaux de piment pour un peu expliciter nous ce qui nous paraît pour une PME ETI, ou du moins et pour une entreprise, 3 niveaux d'engagement dans cette démarche. La première chose qu'on a pu voir en interrogeant les PME ETI, c'est de voir que la première étape, c'est toujours d'initier un dialogue. Une PME notamment, elle n'a pas forcément énormément de leviers financiers, ou juste de leviers via des appels d'offres ou des choses comme ça. Donc en gros, la première chose qu'on voit, c'est convier ses fournisseurs et poser le constat. Une entreprise comme Isosign, qui fabrique des panneaux de signalisation sur la route, leurs panneaux sont en aluminium. Le fait juste de faire un premier bilan carbone, ils ont vu que 2 fournisseurs d'aluminium avaient une empreinte carbone ou une intensité carbone qui était nettement supérieure aux autres. Donc le fait de faire ça, ça les a incités à prendre rendez-vous avec ces 2 fournisseurs, leur exposer le constat, et se questionner collectivement sur qu'est-ce qu'on peut faire par la suite vis-à-vis de cette intensité carbone. Ça nous a permis de rejoindre un chiffre que moi j'avais toujours en tête en démarrant ce métier, qui était un chiffre de la SBTI, qui disait qu'en fait, concrètement, si 2 entreprises demandent à un même fournisseur de faire son empreinte carbone, il y a 68% de chances qu'il le fasse. Si ça passe à 3 entreprises, je crois que c'est 75% de chances. Donc en fait, ça vient vraiment confirmer qu'il y a un effet de collectif, et ça sert à quelque chose justement d'initier ce dialogue. Deuxième niveau que peut faire une entreprise et qu'on observe, c'est au-delà d'initier le dialogue, c'est donner un coup de pouce. Donc c'est ce qu'on appellerait en anglais empower. Donc qu'est-ce que je peux donner à mes fournisseurs pour que eux aient les clés éventuellement pour réduire leur intensité carbone.
Ça, c'est ce qu'on a vu, par exemple, pour une ETI qui est dans l'agroalimentaire, donc la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel. Ils ont à peu près 500 éleveurs qui travaillent pour l'entreprise, qui sont fournisseurs de lait. Eux, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ont choisi d'équiper, ou en tout cas de proposer à tous ces éleveurs un dispositif gratuit qui s'appelle le Cap2R. On peut le penser comme un dispositif de bilan carbone simplifié, mais qu'est-ce que ça a permis globalement? Ça a permis à chaque éleveur de savoir au niveau de l'exploitation quels étaient ses enjeux. Est-ce que c'est au niveau de l'alimentation du bétail? Est-ce que c'est au niveau de la gestion du troupeau? Est-ce que c'est au niveau de la gestion des cultures? Et en tout cas, pour l'éleveur, de définir son propre plan d'action, sachant que les enjeux sont différents entre exploitations. Dernier niveau, en tout cas qu'on voit, c'est un niveau d'engagement un peu plus fort, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire éventuellement pour lever les obstacles de ma chaîne de valeur et aider mes fournisseurs. Ça, on a vu différents exemples. Une PME ETI comme Epner, qui est un transporteur, eux, bien évidemment, leur bilan carbone ressemble à un scope 3 là, nettement dominé par la combustion d'énergie fossile par des camions. Mais il y a une petite subtilité dans leur structure, c'est que 60% de leurs prestations sont effectuées par des sous-traitants. Donc, si Epner veut décarboner son modèle, s'attaquer à son scope 3, ils vont devoir, et c'est ce qu'ils ont mis dans leur plan d'action, mais travailler avec leurs sous-traitants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une entreprise qui s'est bien engagée et qui a identifié quels étaient les obstacles pour ses sous-traitants dans leur décarbonation. Et donc, ils ont construit des stations privatives de GNV et à terme de biogaz pour justement faciliter le passage à des véhicules moins carbonés en leur faisant aussi bénéficier de prix négociés sur l'achat du gaz et de ces véhicules. Donc là, on est déjà sur un modèle où, pour une PME ETI, c'est un sacré investissement en capitaux, c'est un gros investissement de CAPEX. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir vu ça. Et donc, ça nous fait dire que ça n'est pas forcément que le propre des grands groupes. Un autre exemple, et là qui peut-être illustre un autre concept, c'est justement le fait qu'une entreprise et son fournisseur peuvent aussi s'associer dans la décarbonation de leur scope 3 en créant des offres dédiées. Par exemple, BCA Expertise, qui est un leader français de l'expertise automobile, eux, dans leur plan d'action, ils ont placé comme action de favoriser, par exemple, l'expertise à distance ou le fait de favoriser chez les clients l'achat de pièces de rechange d'occasion ou déjà utilisées. Et donc pour ça, ils ont dû travailler avec qui? Avec leurs clients, qui sont les grands assureurs, et de rendre ça acceptable par le client en faisant notamment des discounts auprès des clients. Donc ils se sont associés avec Telem Assurance, qui est un gros assureur, pour justement pousser cet aspect-là et donc réduire tout ce qui est lié à l'achat de pièces suite aux accidents des clients. Si on prend un peu la perspective des grands groupes, comme on l'a vu avec l'exemple de Compass que j'ai donné en introduction, souvent scope 3 égale achat. Et donc, en fait, la solution réside souvent dans le fait de mettre en place une politique d'achat responsable. Alors, dit comme ça veut tout et rien dire, mais globalement, on a sorti, nous, de manière assez pragmatique, un module dans Trace qui vise à répondre à ce que font les grands groupes aujourd'hui, concrètement. Donc, comme je vous le disais, ils ont fait le même constat que nous parce qu'ils se sont penchés sur le problème. Ils n'essayent pas de collecter des ACV de tous leurs fournisseurs parce qu'ils savent que c'est trop compliqué. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont définir leur propre grille de notation avec des critères RSE un peu globaux, alors qui vont évidemment inclure l'empreinte carbone de leurs fournisseurs, le poids que ça représente dans leur propre poids, empreinte carbone, et puis surtout, est-ce que ces fournisseurs ils s'engagent sur des trajectoires de réduction? Est-ce qu'elles sont validées SBTI, oui ou non? Est-ce qu'ils ont des plans d'action crédibles? Est-ce que, puis après d'autres critères RSE, est-ce qu'ils ont une note EcoVadis, etc., etc. Et globalement, en fait, souvent, ils s'y prennent comme ça et puis ils vont identifier, grâce à ces critères, des fournisseurs qui sont importants pour eux et qu'il va falloir engager en priorité dans une démarche de décarbonation. Et donc après, on va quand même retomber sur les piliers que vient de décrire Raphaël, hein, donc initier le dialogue, embarquer ses fournisseurs. Mais globalement, il manque aujourd'hui, et c'est ce à quoi on essaie de répondre, en tout cas avec notre plateforme, d'une vue un peu consolidée de leur politique d'achat responsable. Si on prend un exemple, donc l'exemple par exemple de la SNCF,
qui est sur la slide d'après. Voilà, la SNCF, vous l'avez peut-être vu passer cette news, mais il y a pas très longtemps, ils ont annoncé mettre en place un prix du carbone. Alors, prix du carbone, ça peut avoir différentes réalités, mais notamment celle-ci qui est un prix qu'on va donner à la tonne de CO2 dans le cadre d'un appel d'offres, donc une politique d'achat. Et donc la SNCF a annoncé a annoncé un prix du carbone qui en plus va plutôt augmenter au cours du temps. Donc elle prévient ses fournisseurs en disant voilà, on vous dit, futurs appels d'offres, vous serez noté notamment sur vos émissions de CO2, et cette note, ce prix du carbone, il va à la fois impacter votre note sur les critères RSE qui auront un poids plus important dans notre notation globale, et elle va aussi impacter votre note financière, parce que globalement, on va convertir vos émissions en euros, et ça va venir jouer sur votre offre. Donc même si vous avez une offre financière très compétitive et une offre technique très bonne, si vous avez des émissions de CO2 qui sont très mauvaises, ça risque de vous pénaliser dans le cadre des futurs appels d'offres. Donc voilà, on est sur ce qu'on décrivait avant, et la SNCF ne fait pas que ça. Parce que là, sinon, ça s'apparente un peu à du matraquage de fournisseurs avec un gros bâton. Mais globalement, elle accompagne ses fournisseurs, elle les prévient et puis elle enclenche une démarche globale pour que ses fournisseurs soient compétitifs aussi sur ce critère-là. Si on prend l'exemple plutôt dans la grande distribution et l'alimentaire, Carrefour et Bell ont annoncé récemment renouveler un partenariat avec un volet sur le climat beaucoup plus important. Donc voilà, l'empreinte carbone de Carrefour, c'est l'empreinte carbone de ses fournisseurs, et notamment de gros fournisseurs qui sont eux-mêmes de grandes entreprises comme Bell. Et l'empreinte carbone de Bell, c'est beaucoup de l'empreinte carbone de ses fournisseurs à elle, et donc notamment les producteurs de lait. Et donc globalement, ce qu'on fait Carrefour et Bell, c'est déjà s'engager d'une part à développer l'offre en magasin de produits laitiers des végétaux, donc pour pousser et inciter le consommateur à un peu transiter son alimentation vers des choses moins carbonées, et puis malgré tout un soutien à la filière laitière sur le prix du lait, et parce que globalement, faut idéalement laisser personne sur le carreau et surtout pas ses fournisseurs. Donc voilà, donc globalement ils s'engagent à piloter pas que la performance financière de leur collaboration, mais aussi de leurs objectifs carbone, puisque les deux groupes ont pris des engagements auprès du SBTI de réduire leurs émissions à 1,5 degré, je crois, à horizon 2030. Et donc là, si on résume un peu ce qu'on retient en voyant les exemples qu'on a mentionnés sur les PME-ETI et ces deux exemples que Louis a mentionnés sur les grands groupes, il nous apparaît assez intéressant de retenir que les grands groupes, au final, ont un gros enjeu d'échelle. Ils ont beaucoup de fournisseurs par rapport à une PME-ETI, typiquement. Et il y a des gros enjeux de se dire comment est-ce que je priorise, comment est-ce que je fais du 80-20, puisque je n'ai pas forcément, dans les temps qui me sont impartis, la capacité d'aller forcément mesurer tous mes fournisseurs. Les grands groupes peuvent aussi s'appuyer sur l'exemple de la SNCF, sur leur pouvoir d'influence, poser un critère, un prix carbone. Ça, c'est quelque chose que typiquement des PME-ETI peuvent difficilement faire, mais on expose ces exemples aussi pour interroger une PME-ETI qui se poserait la question, est-ce que typiquement, moi, j'aurais un statut dans ma chaîne de valeur ou en tout cas une influence suffisante pour instaurer quelque chose qui s'inspirerait de ça, par exemple. On voit quand même avec l'exemple de Bell et Carrefour, qu'il est souvent nécessaire pour toutes ces entreprises de s'engager. Donc, c'est une chose de contraindre, de demander typiquement un prix carbone, de poser un critère dans des appels d'offres, mais c'est aussi nécessaire d'aller au-delà et de s'engager avec des accords pour accompagner le fournisseur. Les PME-ETI ont plutôt des techniques qu'on appellerait peut-être un peu plus soft, mais qui passent par le dialogue, la co-construction et justement le donner un coup de pouce, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est des choses où une PME-ETI a moins justement ce pouvoir d'influence dans sa chaîne de valeur, typiquement. Et comme Louis terminait par dire, en fait, la décarbonation du scope 3, ce qu'on commence à voir bien émerger, c'est que ça nécessite globalement de sortir des logiques de concurrence pure dans sa chaîne de valeur. Bien, maintenant qu'on a parlé un peu de cette approche plutôt bilatérale, on voit que parfois, dans pas mal de contextes, c'est quand même nécessaire de chercher du soutien pour lever des obstacles qui sont plus structurels, que ce soit sur son marché ou globalement dans sa chaîne de valeur. Et donc ça, c'est la deuxième tactique qu'on a vu émerger dans les entretiens qu'on avait avec les dirigeants et dirigeantes, c'est la nécessité de collaborer avec d'autres pour justement amplifier son action. Alors, très concrètement, pour une PME-ETI, c'est s'associer avec d'autres pour gagner en influence, justement. Ça, typiquement, on le voit avec un exemple dans le textile.
donc l'entreprise Picture, qui est une petite PME qui est spécialisée dans les vêtements de sport, du coup. Eux, ils avaient une volonté d'agir sur leur chaîne de valeur. Donc, pour rappel, eux, leur scope 3, ça va être essentiellement lié à l'achat de leurs vêtements. Mais dans le vêtement, il y a non seulement la matière première, mais aussi toutes les étapes de transformation qui sont très énergivores et aussi réalisées dans des pays où le mix énergétique est très intensif en carbone. Donc pour eux, décarboner leur scope 3, ça veut dire nécessairement travailler sur l'intensité carbone de l'électricité de leurs fournisseurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux représentent très peu du chiffre d'affaires de leurs fournisseurs, donc au final, très peu d'influence, si on va par là. Donc pour agir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié les marques du textile qui en gros travaillaient déjà avec ce fournisseur. Ils les ont réunis autour de la table et ils se sont dit, OK, ils se sont mis collectivement d'accord. Parmi ces marques, il y avait des gros acteurs comme Decathlon. Bah, OK, chaque marque ici autour de la table va cofinancer à hauteur du pourcentage de chiffre d'affaires qu'il représente pour l'usine ou le fournisseur un audit énergétique et également les travaux qui vont derrière, c'est-à-dire que ce soit de l'isolation, mais aussi de l'électrification de certains processus, l'installation d'ENR. Donc ça, typiquement, c'est une démarche où une petite PME sort de cette impasse en allant s'associer avec d'autres pour gagner en influence. Alors un autre exemple, parfois, là on est sur un contexte plus large, c'est-à-dire que ce n'est pas la chaîne de valeur qui pose problème, mais c'est essentiellement les règles du marché. C'est le cas par exemple dans le textile encore, qui est très concurrentiel. Aujourd'hui, une entreprise, comme le disait Louis, n'a pas forcément l'intérêt à le faire et plus encore peut être pénalisée d'être vertueux trop tôt. C'est le cas notamment dans des marchés très concurrentiels comme le textile. Et aujourd'hui, on voit des entreprises du textile qui se réunissent pour là encore gagner en influence, mais cette fois-ci gagner en influence sur la réglementation et demander à ce que la réglementation évolue autour de la prise en compte des enjeux environnementaux sur la fabrication du textile. Donc en mode climat, c'est un collectif c'est un plaidoyer au fond sur 3 axes, donc réduire le volume de vêtements neufs, relocaliser les activités, donc avec en fond justement cette intensité carbone de l'énergie, et le développement de la réparation et du réemploi. Donc ça, c'est 3 grands engagements de ce collectif qui illustrent bien, encore une fois, cette logique collective pour gagner en influence. Si on prend un peu une perspective pour de grandes entreprises, la grande différence, déjà avant de rentrer dans l'exemple, sur le lien direct avec les fournisseurs et l'exemple de Pictures qui s'associe pour faire pression sur un fournisseur, différence grand groupe ETI qu'on peut déjà donner, c'est qu'un grand groupe, finalement, il a la main, lui tout seul, pour faire pression sur ses fournisseurs, hein, que ce soit un Carrefour ou même enfin, voilà, ou n'importe quel grand groupe, globalement, ou la SNCF, voilà, s'ils veulent imposer quelque chose à leurs fournisseurs, globalement, leurs fournisseurs vont plutôt avoir tendance à suivre. Voilà. Là-dessus, ils vont pas avoir tendance à s'associer, on va dire, avec leurs pairs pour imposer des choses à des fournisseurs. Par contre, là où les grands groupes peuvent avoir cette tactique de se mettre en commun pour faire changer les choses, c'est notamment sur ce qu'on disait en intro, résoudre le problème de normes et de standards, et notamment sur l'impact des produits, des grilles d'évaluation, des notes. Et donc, c'est ce qu'ont fait notamment beaucoup d'entreprises mondiales du monde de la cosmétique, qui se sont associées pour définir un système de notation commun et de l'impact environnemental des produits cosmétiques. Donc, ils ont créé un consortium qui s'appelle l'Eco Beauty Score. Et donc, on a des entreprises comme L'Oréal, LVMH, Henkel, donc, et d'autres, hein, il y en a beaucoup, je vous invite à aller voir, mais qui sont a priori concurrentes et qui se sont regroupées pour faire émerger un standard, des bases de données, des filières de sourcing de produits, de matières premières, afin globalement voilà, d'avoir un même standard qui va notamment permettre aux consommateurs de comparer les produits qu'il achète. Voilà. Donc, a priori, ces entreprises, elles ne prennent pas ce risque-là si elles n'avaient pas en parallèle enclenché des gros efforts pour réduire l'impact de leurs produits. Mais voilà, donc, globalement, elles se mettent ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose de légal, mais globalement, elles vont faire émerger un standard. Et à elles toutes, elles représentent quasiment l'entièreté du marché. Et donc, elles vont en fait ensemble imposer quelque chose qui est plutôt très positif. Et de la même façon, donc, qu'est-ce que je retiens de ça? Collectivement, en gros, les PME-ETI, elles ont souvent la nécessité de s'associer pour gagner en influence. Ça, c'est de façon un peu structurelle et du fait de leur taille. Les grands groupes peuvent aussi faire bénéficier de la manière dont Decathlon le fait de leur pouvoir d'influence, donc le partager à ces plus petits poissons.
Le changement de règles, ça nécessite de travailler avec ses concurrents, comme le disait Louis. C'est aussi un changement de mindset, c'est aussi des adaptations légales. Il y a un terme derrière ça, je crois que c'est la coopétition. Chose intéressante qui devrait un peu nous guider et je pense résonnerait aussi chez vous, c'est que les actions les plus discrètes sont souvent aussi parfois les plus efficaces sur le scope 3. La troisième tactique qu'on a pu explorer, c'est au fond repenser son activité. Moi, qu'est-ce que je peux faire en gros pour changer ma recette? Et le fait de changer ma recette a aussi un impact sur mon scope 3 si je veux décarboner. Alors, parfois, c'est plus efficace de changer de fournisseur plutôt que de s'acharner à essayer de faire changer son fournisseur dans son intensité carbone. Là-dessus, on distingue vraiment deux choses. Il y a tout ce qui serait de l'ordre des achats directs, qui sont des achats indirects, qui sont les produits et services non stratégiques, qui sont communs plutôt à toutes les entreprises. Ça, pour des PME ETI, typiquement, ce qui ressort, c'est que les équipes d'achat n'ont pas le temps ni forcément les mêmes compétences que chez les grands groupes pour prioriser ou définir en gros des chartes d'achat spécifiques, alors déjà RSE, mais spécifiques au climat. Et ça, là-dessus, ce qui nous paraît intéressant, ce sont l'émergence aujourd'hui des centrales d'achat. J'en donne un exemple ici, Cantis, mais qui permettent aux PME ETI non pas d'aller très finement comme les fonctionnalités que présentait tout à l'heure Louis, mais pour une PME ETI de dégrossir cet enjeu et d'aller vite sur des produits et services qui sont communs à toutes les entreprises, comme par exemple tout ce qui va être la mobilité. Ensuite, si on regarde les produits et services stratégiques, donc plutôt les intrants que je mets pour fabriquer le produit que je délivre, là, ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, généralement, il faut y aller par étapes si on veut changer cette partie-là de sa recette. Un exemple, en tout cas pour une petite entreprise, c'est Vazar, qui est une entreprise près de Vernon, qui fabrique des meubles et qui les distribue dans son magasin. Eux, ils étaient un tout petit acteur par rapport aux grands acteurs industriels qui font les matières, donc des agglomérés de matières synthétiques. Eux, s'ils veulent changer cette matière-là, ils n'ont aucune influence sur ce gros fournisseur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bah, moi, je n'ai pas d'espoir là-dedans. Je vais plutôt réfléchir à, je vais introduire une matière plus bas carbone, typiquement biosourcée. Mais ça nécessite pour moi, en fonctionnement industriel, de l'introduire graduellement, de tester ça, et cette nouvelle recette avec le client et d'entraîner ces vendeurs à bien la vendre, cette matière. Et une fois que le discours commercial est bien rodé, on bascule. Donc ça, on a vu ce mécanisme à l'œuvre et c'est en tout cas une des grandes leçons qu'on retenait pour une PME ETI sur cet aspect-là. On peut aussi repenser la composition de son produit. Je pense que tout à l'heure, Louis parlait déjà d'alternatives, mais pour des industriels de la peinture, par exemple, ça veut vouloir dire basculer du pétro-sourcé vers du biosourcé. C'est ce que fait, par exemple, Théolore Peinture dans son domaine. Mais ça peut aussi demander des changements plus structurels. Au-delà de changer son produit, c'est éventuellement, au final, quelle est ma mission, ma raison d'être? Est-ce que c'est vendre du produit? Est-ce que c'est pas autre chose? Typiquement, ce qu'on voit, ce sont des modèles qui se tournent vers l'aspect comment est-ce que je peux délivrer un service qui consomme moins de ressources. Ça, on est plutôt sur l'aspect, non pas intensité carbone, mais plutôt quantité, un peu la donnée d'activité. Et ça, le mot d'ordre, c'est bien évidemment la sobriété. Et donc, dans ces modèles sobres, on voit émerger le fait que bon, le meilleur produit, au-delà de l'aspect de l'adage ici qu'on a repris, un modèle sobre, c'est aussi un modèle qui peut potentiellement devenir un avantage compétitif, puisqu'il est plus résilient, plus économe dans sa façon de fonctionner. Et ça, on en mentionne quelques exemples, mais le retour de la consigne, par exemple pour des PME dans la bière, c'est aussi un exemple que c'est des modèles qui marchent et c'est des modèles qui sont efficaces pour décarboner le scope 3, puisque c'est au cœur du plan d'action d'une entreprise comme Ninkasi, qui est basée à Lyon. D'autres modèles dans un tout autre secteur, mais on parle pas mal du textile, Eram, qui expérimente, encore une fois, on est dans les logiques d'expérimentation, mais qui expérimente un service de location de chaussures. Et ça, typiquement, suite à une ACV, ils voient que ça réduit leur empreinte carbone, en tout cas l'empreinte carbone unitaire d'une chaussure de 30%. Et alors, en termes de changement de modèle, bon, on a des exemples aussi dans les grands groupes. Changer de modèle, ça ne veut pas forcément dire changer tout ton business. Ça peut être garder les mêmes types de produits, mais mettre un peu plus d'efforts et de changement de process sur la manière dont ils sont conçus, ce qui va avoir nécessairement un impact sur les achats. À partir du moment où j'ai une réflexion d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie de mes produits comme la Décathlon, qui se fixe des objectifs de réduction de l'intensité carbone de ses produits et qui a une vraie réflexion autour de comment je conçois mes produits, comment je
propose aux clients d'acheter des pièces détachées, notamment pour les sacs à dos, ce qui permet au global d'avoir un impact par produit qui est diminué. C'est un changement de modèle, puisque globalement, Decathlon investit, paye des gens, investit des ressources humaines et en termes de temps et d'argent pour changer la manière dont ils conçoivent leurs produits. Alors, je vous invite à vous renseigner un peu, mais j'avais vu que certains produits chez Decathlon prennent globalement 4 ans entre les premières esquisses et puis la mise en rayon pour être conçu, ce qui donne un peu une idée du temps que ça prend de bien faire les choses. Changer son modèle, encore une fois, Decathlon, sur la slide d'après, ils sont Decathlon globalement dans une démarche de changer leur business model de manière un peu plus ambitieuse au-delà de ça, qui est vraiment mettre en place une offre très circulaire avec forcément une vente de produits, mais des produits qui vont pouvoir ensuite être rachetés si les consommateurs veulent les revendre parce que, je sais pas, leur enfant a grandi et veut un vélo plus grand, donc le vélo plus petit, je vais venir le revendre à Decathlon, c'est un exemple. Et globalement, ces produits vont être reconditionnés puis remis à la vente. Ce process-là, Decathlon le mène très bien puisqu'ils en profitent évidemment pour collecter de la donnée d'usage sur leurs produits, le fait d'être à proximité de leurs consommateurs, de voir quels produits reviennent, comment ils sont abîmés, etc. Ça va venir nourrir ce que je racontais sur la slide précédente ok, j'ai de l'info concrète du terrain sur comment mes produits vivent et comment mes produits évoluent. Et puis, au-delà de cette offre de circulaire, Decathlon a beaucoup développé une offre de location et notamment une offre d'abonnement. Donc voilà, on paye comme Netflix un prix fixe annuel et on a le droit à un prix équivalent en produits à la location. Donc voilà, c'est très intéressant et dans les témoignages de Decathlon qui a mené des expérimentations très avancées, notamment en Belgique, vous avez peut-être vu cette campagne que j'affiche à droite où ils ont inversé leur nom justement pour mettre en avant ce changement de modèle. Globalement, c'est un modèle, comme disait Raphaël, qui en fait est plus vertueux même économiquement pour l'entreprise, puisque globalement, les marges qu'elle réalise et les gains financiers sont plus importants que de l'achat, que de la vente pure, on va dire, de produits. Et puis, si on prend un autre exemple, donc là, on est chez des clients Trace, donc Sodexo et Compass, donc encore une fois, groupe d'entreprises de restauration collective notamment. Eux, ils vont venir adapter leur offre et globalement, adapter son offre, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on l'a vu en intro, le poids carbone des achats de matières et notamment de viande pèse énormément dans le bilan carbone de ces entreprises. Et donc, se décarboner, ça va passer par faire changer les pratiques des consommateurs en lui proposant autre chose, et donc, notamment moins de viande, donc des portions plus petites, et d'en proposer avec une fréquence moindre. Donc voilà, on parle de cantine, donc globalement, mettre à la carte au menu moins d'options et moins fréquemment, et puis globalement, de proposer des alternatives végétales pour accélérer la diversification protéique. Donc ça, globalement, ces actions-là, on est sur un changement de modèle puisque finalement, on change ce qu'on propose aux clients, donc ça s'accompagne. Et puis, nous, dans Trace, en tout cas, on le quantifie avec des KPI très précis pour projeter l'impact que ça va avoir sur les trajectoires sur lesquelles ces groupes se sont engagés. Et donc, si on résume sur ce troisième pilier, ce qu'on peut retenir, en tout cas des différences justement à jongler entre ces deux tailles d'entreprise, on voit que donc, les PME ETI n'ont pas forcément le temps ni les capacités pour mettre en œuvre une politique d'achat bas carbone comme le feraient des grands groupes. Le partage de bonnes pratiques, notamment pour des PME ETI, c'est un moyen d'accélérer sur des achats de biens et services qui sont communs à pas mal d'entreprises. Là-dessus, les grosses entreprises ont aussi un rôle à également partager ça dans leur chaîne de valeur, éventuellement, des bonnes pratiques. Les PME ETI ont aussi potentiellement moins d'inertie que les grands groupes pour changer de produit ou de modèle. Ça, c'est une conviction qui naît aussi de l'observation et des discussions qu'on a eues avec les dirigeants et dirigeantes de PME ETI. Toutes les entreprises aujourd'hui expérimentent d'abord à petite échelle et ensuite grossissent leur expérimentation un peu par cercle concentrique dans leur chaîne de valeur. Ça, c'est ce qu'on observe toute taille d'entreprise. Et dernièrement, ce qu'on peut retenir, c'est que tout changement de modèle, ça contribue au-delà de sa propre chaîne de valeur. Typiquement, les produits Decathlon, ça n'est pas seulement dans leur chaîne de valeur qu'ils ont un impact, ça sera également dans l'empreinte carbone personnelle du consommateur et au-delà. Donc, si on en revient
à ce qu'on a exploré. Donc, on a exploré 3 grandes tactiques. On a exploré un peu en jonglant d'une perspective à l'autre les points communs et les différences entre grands groupes et PME ETI. Je pense que maintenant, on peut, selon la taille de votre entreprise, vous laisser les cartes en main et en espérant que cela vous a donné des billes et des choses sur lesquelles rebondir, puisque maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser dans la section Q&A et on se fera un plaisir d'y répondre avec Louis. Et autrement, vous pouvez aussi nous contacter par mail. Donc, je pense qu'il y avait pour l'instant une remarque dans le Q&A qui nous mentionnait que pour la collecte des ACV, il existe également le PCF, le Product Carbon Footprint, qui est plus simple qu'une ACV, car focalisé que sur le critère carbone et qui est normé avec une norme ISO également. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, a priori, plus facile à réaliser et moins coûteux. Même si, effectivement, les impacts, bon, là, on a parlé de scope 3 et de carbone, on voit quand même, pour dire cette remarque, il y a quand même les impacts sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets, quand même, voilà, émergent de plus en plus, et c'est très bien. Et donc, voilà, je pense que voilà, les groupes vont quand même normaliser, je pense, demain les ACV. Flore posait la question, en effet, il y a la mention de guide complet dans l'étude. De notre côté, Magellan, comme je vous disais, la partie PME ETI est issue d'une étude qu'on a menée fin d'année dernière, que vous pouvez retrouver sur notre site magellan.eco, qui est le guide pratique pour décarboner sa chaîne de valeur. Et vous aurez également par email le lien vers cette présentation qui, du coup, tire certains des exemples. Mais si vous voulez creuser, vous pouvez également aller voir l'étude complète, en effet. Et Kathleen, oui, pour te répondre, vous allez tous recevoir la présentation par email. Elle sera mise à disposition sur nos sites web respectifs, je pense aussi. Je crois qu'on n'a pas de questions. Il est 12h29. Formidable. 12h29. Peut-être qu'on peut terminer par quelques mots de la fin. Nous, de notre côté, on était très contents d'animer ça avec vous et avec Louis aujourd'hui. Je terminerai juste sur le fait que, comme je vous le précisais, on est, en plus d'un cabinet de conseil, on fait également de la formation aux enjeux climat et notamment tout ce qui est stratégie climat, comment la mener dans son entreprise, comment animer cette stratégie, son plan d'action, mais également plus concrètement et opérationnellement la comptabilité carbone. Je vous mentionne qu'on fait en gros des sessions, donc c'est entièrement à distance, en distanciel, ça s'appelle la roadmap du climat, et la prochaine session sur la comptabilité carbone commence le 6 juin, donc ça tombait à point nommé pour vous en parler durant ce webinaire. Et puis un petit mot sur Trace, donc on n'avait pas dit en intro, mais Trace, on est une plateforme de gestion carbone pour les entreprises qui est pensée vraiment pour les entreprises qui passent à l'action. Donc on permet globalement tout ce qui est mesure carbone avec un niveau de précision très important, la simulation de plans de décarbonation et puis globalement le déploiement de ces plans de décarbonation de manière très concrète au sein des entreprises. Donc voilà, donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, passer sur notre site web, m'envoyer un mail louis.heron@trace.co et voilà, je serai ravi d'y répondre plus tard. Si vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à nous contacter avec Raphaël. Eh bien, merci beaucoup. Il est 12h30, donc on atterrit tout en douceur pour un déjeuner qu'on souhaite agréable et peu carné. Et donc, merci à tous. Merci beaucoup, Raphaël. À bientôt. À bientôt.